Mes chers collègues, notre audition de ce jour se tient dans le cadre de nos travaux pour étudier et rechercher les causes de la variation des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023 et 2024, pour lequel notre commission s'est vue octroyer les prérogatives d'une commission d'enquête. Ces auditions obéissent au régime des auditions d'une commission d'enquête tel que prévu par l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. De façon générale, le bureau de la commission a décidé que ces auditions seraient publiques. Les deux rapporteurs de l'enquête, messieurs Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre, ont élaboré un questionnaire écrit qui a été communiqué à la personne auditionnée et qui vous a également été transmis. Dans un premier temps, après avoir fait prêter serment à la personne auditionnée puis avoir écouté son propos liminaire, moi-même ainsi que les rapporteurs poseront des questions. Les commissaires appartenant aux différents groupes pourront également poser des questions ensuite, si possible courtes. Vous connaissez maintenant la façon dont nous procédons. Le président et les rapporteurs pourront, s'ils l'estiment nécessaire, procéder à des relances. Je rappelle que notre audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement audiovisuel sera ensuite disponible à la demande. Monsieur Thomas Caza, vous avez été ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics jusqu'en septembre 2024. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Caza, je vous invite à lever la main et à dire « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation à cette commission d'enquête qui vise à rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023 et 2024. Elle me paraît pour ma part bienvenue car j'ai lu, entendu beaucoup de commentaires, certains d'entre eux, il faut le dire, inexacts, voire mensongers. C'est l'occasion, grâce à l'ensemble des auditions auxquelles vous procédez, de rétablir un certain nombre de faits indispensables pour comprendre et pour éviter à l'avenir d'être confrontés de nouveau à de tels écarts. Avant de revenir plus en détail sur le déroulé des événements et donc des écarts, je souhaite au préalable partager avec vous quelques éléments de fond. Le premier concernant les écarts de prévision budgétaire, puisque c'est le cadre de votre commission d'enquête. Ça fait d'ailleurs partie de l'intitulé même de la dénomination de cette commission d'enquête. Je souhaite rappeler ici qu'il n'y a pas eu de dérapage des dépenses de l'État. C'est un point fondamental sur lequel j'insiste. Les dépenses de l'État ont été tenues. En 2023, elles ont été inférieures de 7 milliards d'euros au budget prévu. À la fin de l'année 2024, elles seront de 6 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finances, selon les données inscrites par le gouvernement au PLFG. Il n'y a donc eu dans la période ni laxisme, ni fuite en avant, mais bien un pilotage exigeant de la dépense de l'État et dont l'exécution est inférieure aux prévisions. Ce que nous maîtrisions, à savoir les dépenses de l'État, nous l'avons maîtrisé. Deuxième remarque, les écarts constatés pour le déficit public en 2023 et en 2024 s'expliquent principalement par les écarts constatés sur les recettes d'une part et les dépenses des collectivités territoriales d'autre part. Pour l'année 2024, cet écart s'élève à une cinquantaine de milliards d'euros, 80% environ en raison des pertes de recettes, le solde dû au dynamisme des dépenses des collectivités territoriales. C'est donc principalement un problème d'évaluation des recettes, dans des proportions, je le dis, très importantes, qui justifient le fait que la représentation nationale s'en saisisse. Et parmi ces recettes, en particulier, l'impôt sur les sociétés, qui pèse plus d'un tiers dans l'écart des prévisions, soit un peu plus de 14 milliards d'euros selon les données inscrites au PLFG. Il s'agit donc d'un problème très sérieux et la question de la robustesse de ces estimations me semble majeure pour permettre un pilotage efficace de nos finances publiques. C'est par ailleurs, comme cela a été évoqué lors des auditions, un problème que nous avons déjà rencontré, hélas, dans le passé. D'une part en écart négatif, comme en 2023, ce fut par exemple le cas en 2008 lors de la crise financière, mais également en positif, avec des écarts du même ordre de grandeur pour les années 2009, 2017, 2020, 2021. Ces écarts, d'autres pays y ont également été confrontés. En Allemagne, une perte de recettes de plus de 50 milliards d'euros est attendue sur les prochaines années. Aux États-Unis, les services fiscaux ont constaté un écart de 625 milliards de dollars entre leurs prévisions de recettes et les impôts effectivement collectés sur l'année 2023. Troisième remarque, les travaux de la Commission permettent, de mon point de vue, de tordre le cou à l'idée qu'il y aurait eu dissimulation
manipulation, procrastination. Les auditions des services confirment que nous avons agi en transparence quand nous avons su, c'est-à-dire quand nous avions des faits correctement établis et non des premières orientations entourées d'aléas ou d'incertitudes. Dès le début de l'année 2024, sur la base d'informations solides, nous avons pris des mesures fortes. Parmi ces mesures, le décret d'annulation de 10 milliards d'euros au mois de février, j'y reviendrai, mais aussi lancé une mission de l'Inspection générale des finances pour comprendre les écarts de recettes. D'autres mesures ont été annoncées, et notamment un plan d'ajustement pour poursuivre les efforts. Le contexte politique est cependant venu percuter la bonne mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et enfin, permettez-moi une dernière remarque. Vous êtes bien placé ici, à la Commission des finances, pour savoir combien il est difficile de réaliser des économies. C'est d'ailleurs sur ce sujet que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. J'ai toujours défendu que la situation était difficile et qu'il nous fallait faire des efforts partagés, État, sécurité sociale et collectivités territoriales. J'ai tenu un discours de vérité sur la situation des finances publiques et porté par conséquence des propositions d'économies et de recettes nouvelles très tôt dès le début de l'année 2024. Et même avant, dès août 2023, j'ai pour ma part publiquement annoncé la volonté de travailler sur le doublement des franchises médicales, en assumant qu'on fasse des économies. J'ai porté devant vous, avec Bruno Le Maire, les fameuses coupes budgétaires du mois de février, pour lesquelles nous avons été taxés de mener une politique dite d'austérité. Enfin, j'ai également porté la nécessité, avec d'autres et un certain nombre de parlementaires, de réaliser des recettes supplémentaires, avec notamment la taxe sur les rachats d'actions ou la rente des énergéticiens. Après ces remarques préliminaires, je souhaiterais maintenant revenir plus en détail sur la fin de l'exercice 2023 et l'exercice 2024, ce qui me permettra d'éclairer les travaux des rapporteurs et de répondre ainsi aux questions qui ont été soulevées ou qui m'ont été adressées. À l'automne 2023, nous sommes destinataires de notes, classiques à cette époque de l'année, sur les remontées des différents impôts. Ainsi, à titre d'illustration, une note du 9 octobre du directeur général des finances publiques nous indique des nouvelles plutôt rassurantes sur la TVA, qui serait en plus-value de 600 millions d'euros. Au 16 octobre, les remontées de la DGFiP sur les principaux impôts nous indiquent que les recettes vont être en ligne, voire légèrement supérieures aux prévisions. Les prévisions de recettes du PLFG 2023 sont d'ailleurs jugées plausibles par le Haut Conseil aux finances publiques le 27 octobre 2023. Le 30 octobre, une note sur les encaissements des principaux impôts à fin septembre met en lumière quelques écarts négatifs, non consolidés et très provisoires, qui sont d'ailleurs sans commune mesure avec les écarts qui seront finalement constatés à la fin de l'année. Le 27 novembre, une nouvelle note de la DGFiP nous informe des encaissements de TVA au 31 octobre et fait état pour la première fois d'une dégradation de 1,2 milliard d'euros en comptabilité nationale. Cette note est la première qui fait état d'un ralentissement de l'activité. Et c'est véritablement la note du 7 décembre qui marque la première alerte. Je vais m'y arrêter un instant car c'est un moment clé, y compris pour comprendre ce que nous pouvions faire ou pas à ce moment-là. Les chiffres transmis, vous le savez, je crois que vous en avez longuement débattu, sont entourés de très nombreux aléas. C'est la raison pour laquelle il est expressément recommandé par les services de ne pas communiquer à leur sujet, car ils ne sont pas suffisamment consolidés ni fiabilisés. Au 7 décembre, cette note, qui pointe le risque de non-atteinte du déficit pour 2023, ne peut plus être utile pour l'année en cours. Pourquoi ? Parce que les débats sont clos sur le PLFG, qui a été promulgué, je le rappelle, le 30 novembre, donc bien avant la note du 7 décembre. Nous ne pouvons pas agir non plus sur le PLF 2024. C'est une question qui m'est posée. En effet, d'abord, cette note ne comporte pas d'éléments chiffrés sur l'année 2024 et donc pas d'éléments à intégrer à ce stade dans le PLF. Par ailleurs, je me permets de citer le rapport interadministration remis au début du mois de juillet sur cette question précise. Il est détaillé que, j'ouvre les guillemets, compte tenu des incertitudes pesant sur les évaluations à ce moment de l'année et du calendrier d'adoption du PLF 2024, ainsi que de l'ampleur des travaux nécessaires pour en tirer les conséquences sur 2024,
une analyse chiffrée, robuste et étayée de leurs éventuels effets sur les prévisions 2024 inscrits au PLF n'a pu être menée. C'est les administrations qui l'écrivent noir sur blanc et qui rejoignent en ce sens le rapport de l'Inspection générale des finances qui ne dit pas autre chose. Deux sources différentes, parfaitement concordantes sur les conditions de non prise en compte en 2024 de cette note dite du 7 décembre. Comme l'a indiqué également lors de vos auditions la directrice du budget, modifier un article d'équilibre à partir de prévisions nouvelles n'implique pas seulement de rentrer un nouveau chiffre, cela implique de revoir toute la copie budgétaire et le 7 décembre, ce n'était plus possible. L'IGF insistant notamment sur l'aléa important qui existe à ce moment-là. Avec cette note du 7 décembre, nous sommes, avec Bruno Le Maire, en présence, il est vrai, d'une information sur un risque. Et alors, nous informons la Première ministre de ce risque et de la nécessité d'en faire un sujet prioritaire et de prendre des mesures fortes. Je n'ai pour ma part, mes chers collègues, pas compris l'émoi suscité chez certains de l'envoi de ce courrier. C'est le fonctionnement classique du travail gouvernemental. Nous devons nous préparer à prendre le moment venu de nouvelles décisions, et c'est d'ailleurs ce qui sera fait dès le début de l'année 2024. Le 16 février, les services de Bercy établissent les budgets économiques d'hiver, très classiquement, toujours à la même période. Et nous avons alors à ce moment-là, la connaissance précise de l'ampleur de la dégradation de la fin de l'année 2023 et des premières conséquences pour l'année 2024 et même des suivantes. La réaction est immédiate, avec la prise d'un décret d'annulation de 10 milliards d'euros, je l'ai déjà évoqué, qui est publié le 21 février. Cette réaction était à mon avis la plus appropriée, car c'est celle qui permettait d'agir le plus vite. Au-delà même des 5 milliards d'euros sur la taxe sur l'électricité actée par Bruno Le Maire dès le mois de janvier et des 10 milliards sur le décret d'annulation, nous travaillons à un plan de plus de 10 milliards d'efforts supplémentaires pour contenir l'effet de la perte de recettes de 2023 sur 2024, qui est estimée à un peu plus d'une vingtaine de milliards d'euros à ce moment-là. Ces mesures reposent sur des efforts supplémentaires de la part de l'État, sur des recettes nouvelles, je l'ai évoqué, mais aussi sur des mesures à prendre dans le champ réglementaire, par exemple indemnités journalières, mesures dans le champ de la santé, caisse de retraite des agents publics territoriaux, pour ne citer que. Notre action a donc été immédiate et d'autre part cohérente avec l'impact estimé de la chute des recettes sur notre trajectoire. Au moment du programme de stabilité, nous sommes en avril, nous intégrons la nouvelle hypothèse de croissance, ramenée en février de 1,4% à 1% par Bruno Le Maire. Et nous intégrons l'impact des écarts de recettes que j'évoquais il y a un instant. C'est ainsi qu'un nouvel objectif de déficit public est arrêté à 5,1%. Un objectif alors qui nous paraît accessible en mettant en œuvre l'intégralité du plan de redressement que nous avons bâti. Au moment des budgets économiques d'été, au mois de juillet, là aussi tout à fait classique, les services procèdent à deux nouvelles actualisations. Une nouvelle perte de recettes de 5,6 milliards d'euros et la dynamique des dépenses des collectivités territoriales. Pour la première fois, au regard des premières remontées, notamment des votes des budgets primitifs, le Trésor ajuste à la hausse de 4 milliards d'euros supplémentaires les dépenses des collectivités pour tenir compte du premier objectif de dépassement de l'objectif de la loi de programmation des finances publiques. Nous continuons donc alors à agir, mais dans la limite de nos prérogatives de ministres démissionnaires. Nous procédons alors à un gel important des crédits en portant la réserve de précaution à 16,5 milliards d'euros pour permettre au prochain gouvernement d'annuler en fin d'année, lors du projet de loi de fin de gestion, des crédits et ainsi tenir nos objectifs. Nous poursuivons la préparation de mesures en recettes à intégrer au PLF 2025. Je pense notamment à la taxe sur les rachats d'actions et la taxe sur les énergéticiens. Et nous préparons également un budget avec 15 milliards d'euros d'économies en dépenses dans le champ de l'État, dans le cadre des lettres plafonds envoyées par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. Enfin, quelques jours avant de quitter nos fonctions avec Bruno Le Maire, et alors que Michel Barnier est déjà Premier ministre, nous recevons le 11 septembre une note d'actualisation qui fait état de nouveaux écarts très importants. D'une part, une nouvelle perte de recettes de l'ordre de 9 milliards d'euros, à peine un mois après la dernière prévision de recettes lors des budgets économiques d'été, et qui porte ainsi à plus de 40 milliards les pertes de recettes
qui auront été révisés à 3 reprises. D'autre part, une dynamique très importante des dépenses des collectivités territoriales, dans le cadre des premières remontées comptables, désormais de la DGFiP. À la date du 11 septembre, l'estimation des services fait état d'un écart de 16 milliards d'euros en dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, soit environ 0,5 points de déficit public supplémentaire. Là-dessus, je m'arrête un instant parce que ça fait l'objet de vos échanges et des questions qui m'ont été adressées par les rapporteurs sur les hypothèses qui avaient été retenues lors de la présentation du programme de stabilité. Il avait été retenu en dépenses de fonctionnement pour les collectivités territoriales une progression de 1,8%. L'inflation, moins 0,5%, et j'y reviendrai, et en dépenses d'investissement, 7,8%, pour tenir compte précisément du cycle électoral. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous avons pris strictement l'objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques. C'est un objectif non contraignant, mais qui a été partagé et assumé vis-à-vis des élus, et publiquement, et discuté lors du Haut Conseil aux finances publiques locales. C'est un choix inscrit dans la loi. Et il ne me semblait pas, pour ma part, possible de prendre une hypothèse différente de celle qui était inscrite dans la loi. Par ailleurs, nous n'avions pas de raison de penser a priori qu'en faisant le choix de la confiance et non de la coercition, ce qui était une demande répétée des associations d'élus, je le dis, que nous n'atteindrions pas cet objectif, qui traduisait au fond la nécessité d'efforts partagés après le quoi qu'il en coûte. À compter du 11 septembre, alors même que les dépenses de l'État sont tenues, je le rappelle, ces 2 nouveaux dérapages nous laissaient penser que l'objectif de 5,1% n'était plus possible, même en prenant toutes les mesures législatives et réglementaires sur lesquelles nous avions travaillé. Il était possible de terminer l'année avec un déficit que nous avions estimé autour de 5,5%. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, ce fut un peu long, mais il me semblait utile pour vos travaux de revenir précisément sur cet enchaînement. Et avant de conclure, je voudrais insister sur 3 points. Le premier point, comme vous avez pu le constater, je crois, lors des différentes auditions, quand les informations solides ont été connues, elles ont été partagées. Et en particulier, j'insiste, avec le Parlement. Dès le mois de février, j'ai pour ma part, comme Bruno Le Maire, passé plus de 20 heures en audition, à l'Assemblée et au Sénat, devant les commissions des finances des 2 chambres, sans compter la mission d'information du Sénat. D'autre part, dès que les constats sur les recettes, puis les dépenses des collectivités ont été posés, nous avons agi à chaque étape en fonction des leviers qui étaient à notre disposition compte tenu du contexte politique. Et enfin, je considère que nous avons rencontré un problème très sérieux d'estimation des recettes, dont nous devons tirer toutes les conséquences à l'avenir pour nous prémunir de ces écarts dans les années qui viennent. Ces écarts proviennent, en toute hypothèse, de difficultés à correctement estimer les recettes en sortie de crise. Le rapport de l'IGF de juillet esquissait quelques pistes opérationnelles, le Sénat aussi d'ailleurs dans le cadre de sa mission d'information. Mais de mon point de vue, il faut aller plus loin dans l'instruction et regarder de plus près les modèles sous-jacents aux prévisions de recettes et la prise en compte des contextes de sortie de crise. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les quelques remarques dont je voulais vous faire part en amont de nos échanges. Je vous remercie. Merci